Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, vous passez une très bonne semaine, un très bon week-end. Écoutez, aujourd'hui on va faire comme d'habitude le petit point hebdomadaire, il y a beaucoup de choses à dire puisqu'on va parler du Bitcoin comme d'habitude où là ça avance au niveau des réserves stratégiques de Bitcoin à l'échelle donc locale et non fédérale aux États-Unis, hein, on va en parler. Très positif, on va parler également des projets comme VeChain, comme d'habitude, qui envoient du pâté, la plateforme VBetterDAO au sein de l'écosystème VeChain, il y a aussi des nouveautés. Au niveau de nouvelles dApps, on va en parler. On va parler aussi du XRP Ripple, de Hondo, qui présente des chiffres assez sympas déjà, là, qui sont assez explosifs. Et on parlera également de VV Digital Collectible. Ça fait un moment que je n'avais pas parlé, mais là, écoutez, explosif. Ça y est, ils sortent leur VV-Verse. Alors, ça sort un peu de nulle part, je dois vous avouer. Ça fait un petit moment que je n'avais pas suivi, pour vous avouer, hein, le projet. Mais là, avec l'annonce, j'en profite donc pour faire un petit focus sur qu'est-ce qui se passe, comment ça va se faire. Enfin bref, on va voir tout ça. Mais très bonne nouvelle, hein, pour le projet sur les fondamentaux du projet BV Digital Collectibles avec l'application et tout. Bref, on en parlera et puis après on embrayera comme d'habitude sur les actualités crypto plus générales, hein, où il y a beaucoup de choses à dire. Ça déménage sévère surtout aux États-Unis et puis aussi les actualités économiques où là ça déménage sévère aussi en Europe, hein, notamment, mais pas dans le bon sens pour nous, hein, pauvres airs que nous sommes, pauvres paysans, hein, que nous sommes, gueux, si je puis dire, par rapport à la classe politique dirigeante, nos élites de nos pays respectifs, hein. On va voir aussi pourquoi, comment. Bref, allez, c'est parti. Ben, si vous êtes chaud, je vous invite à vous caler tranquillou. On a pour un petit moment, je pense, la vidéo, là, va dire un petit moment. Donc, allez, ben, c'est parti. Donc, on commence avec le célèbre rapport de Farside Investors avec, vous savez, les ETF Bitcoin Spot. Et regardez, nous sommes à 39,5 milliards de dollars injectés sur les ETF Bitcoin Spot. Donc, depuis le début, hein, depuis un an maintenant. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, on a eu une semaine vraiment sanglante, hein, puisqu'on a eu que des flux sortants chaque jour, quasiment sur les ETF Bitcoin Spot. Donc là, on voit que les institutionnels, eh bien, en ce moment, ça fait 3 semaines, hein, consécutives quand même, qu'on a des sorties à la fin de chaque semaine, si on fait le bilan, eh bien, plus de sorties que de flux entrants sur les ETF Bitcoin Spot. Et ça, quels que soient les gestionnaires d'actifs, puisque même BlackRock a subi, vous voyez, des sorties et même un total négatif sur la semaine, si on fait le bilan sur uniquement le EBIT de BlackRock. Donc, on voit que les ETF Bitcoin Spot, là, sont en train, eh bien, d'avoir un tout petit siphon, un petit trou dans la baignoire, on va dire, avec l'eau qui s'échappe, hein. Mais c'est très léger, parce que je rappelle que là, ça fait 3 semaines, on était allé presque à 41 milliards de dollars injectés en flux entrant sur les ETF Bitcoin Spot. Et là, en 3 semaines, on est tombé, hein, je dis bien tombé entre guillemets, à 39,57 milliards. Bon, c'est pas non plus la panacée, quoi, hein, voilà. Donc, on va dire, c'est vraiment, ça reflète ça qui est intéressant, la période, le moment de déstabilisation, on va dire, mentale des marchés sur la crypto-monnaie. On voit bien que sur Twitter, ça panique, sur les réseaux sociaux, ça panique, sur YouTube, ça panique. Bref, donc c'est très instructif de voir que même au niveau institutionnel, cette panique, on va dire générale, hein, ou cette négativité ambiante sur le futur, la crypto-monnaie au niveau court terme, eh bien, est plutôt morose et donc ça se ressent sur les flux sortants des ETF Bitcoin Spot. Bon, et donc qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau des ETF Ethereum Spot, hein, cette fois, donc on va dire qui fait référence aux altcoins. Eh bien, on a pareil, enfin non, au contraire, un flux entrant toujours puisqu'on a 3,157 milliards de flux entrants sur ces ETF Ethereum Spot. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, on voit que là, la semaine a été plutôt positive, hein, pour Ethereum au final, où on va dire, allez, ça a stagné. Donc là, ça fait quand même 3 semaines consécutives qu'on voit des flux sortants, hein, sur les bitcoins et qui, par une rotation des capitaux, hein, plus ou moins forte, eh bien, ces capitaux-là se retrouvent dans les ETF Ethereum Spot. Donc, on commence à avoir quand même quelque chose qui ressemble à une sortie des flux sur le Bitcoin au niveau institutionnel. Attention, je parle bien au niveau institutionnel avec les ETF.
pour les mettre, en fait, les injecter dans les altcoins et voir les ETF sur Ethereum. Bref. Donc, est-ce que c'est le début d'une alt saison? Alors, pas encore, hein, parce qu'on est exactement au même point que la semaine dernière. J'avais déjà fait le topo là-dessus. Pour moi, bon, on voit bien au niveau des prix, les altcoins sont pas encore au rendez-vous hein, en termes de performance par rapport au cycle passé. Donc, on est encore loin d'avoir qui ressemble même le début du commencement d'une alt saison. Voilà. Donc, bon, ça c'est assez intéressant de voir comme les chiffres, un peu ce que ça donne. On va parler, bien évidemment, je vais vous dire ce que j'en pense après. Hein. Donc, on va d'abord voir les articles et tout, mais je vais forcément vous dire mon avis toujours sur la suite des choses pour le bull run, pour ce que je pense de la crypto et tout, c'est qu'on est très loin d'avoir le potentiel euh, total. Ça donnait à la fois le bull run, mais aussi sur le long terme, sur la crypto-monnaie, on est vraiment early au tout début. Bon, je ne suis pas un conseiller financier, je le rappelle. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas devin. Voilà, je constate avec les chiffres, avec les, voilà, je donne mon avis personnel. Vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment, partager ou non, bien évidemment, tout le monde a son opinion. Moi, mon avis, c'est qu'on est très loin d'avoir tout vu sur 2025, voire 2026, en tout cas pour ce bull run-là, et même pour le potentiel général des crypto-monnaies. Voilà. Là, c'est vraiment la crypto-monnaie, à mon sens, l'opportunité d'une vie, en fait, quand on voit les narratifs, surtout dans le RWA, et quand on voit les institutionnels qui sont à fond là-dedans, pour voilà, changer de vie, quoi, clairement. Bon. Donc, bon, je vais passer aux articles, après j'aurai plus de détails quand même, parce que j'avance là actuellement. Allez, donc les articles, hop, c'est parti, avec un petit article déjà du journal du coin.com. Ici, donc vous voyez Bitcoin, cette entreprise sud-africaine suit l'exemple de MicroStrategy et crée sa réserve stratégique de Bitcoin. Vous voyez que là, enfin, pendant que tout le monde panique, on a effectivement une correction plus ou moins forte, hein, suivant ce qu'on voit, effectivement, suivant les altcoins, suivant le Bitcoin, etc. Mais derrière, la tendance de fond, c'est quand même que les institutions, les entreprises, même les gouvernements, on va en parler, continuent de s'intéresser au minimum, voire même d'adopter du Bitcoin. Voilà. Donc la tendance, elle est là, en fait. C'est ça et c'est ça qui est le plus important. Ça rappelle comme les projets, les projets les plus solides, c'est quand on regarde sur les fondamentaux. C'est-à-dire quand on regarde la trésorerie, quand on regarde le projet, quand on regarde l'équipe, etc. C'est pas juste la hype du même, par exemple comme les shitcoins, que ça dure 2 heures et puis après effectivement ça s'effondre. Là on n'est pas sur la même, on n'est pas sur une même tendance en fait psychologique quoi. Bon, autre article de cointribune.com cette fois, donc JP Morgan alerte sur un risque de correction sévère. Voilà, donc là, on voit bien que au niveau court terme, l'ambiance, même à travers des analyses de JP Morgan, ça je vous le mets, hein, c'est assez intéressant ce qui se passe, ben, la tendance est vraiment la panique en fait. Donc est-ce que, pourquoi déjà JP Morgan dit ça? Ben, JP Morgan, ils alertent simplement parce que sur tout ce qui est les CME, c'est-à-dire tout ce qui est les contrats en fait, d'options sur les dérivés Bitcoin ou autres, eh bien, il y a de moins en moins d'intérêt pour les institutionnels en ce moment. Alors qu'il y a 2 semaines, c'était le record absolu. Voilà. Donc, il faut prendre quand même avec des pincettes parce que c'est uniquement là-dessus, en fait, qu'ils tablent sur le fait qu'il y ait une possible correction derrière du Bitcoin. Et ils ne parlent pas de l'aspect d'adoption de masse, on va dire, au niveau des entreprises, même au niveau du gouvernement, etc. Voilà, donc ils parlent que sur cet aspect-là. Moi, je dis attention là-dessus, mais après, c'est très bien qu'ils alertent euh, parce que au moins, ça permet de rester prudent. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on ne connaît pas l'avenir, on n'est pas à l'abri d'une correction court terme brutale du Bitcoin, par exemple, moins 20, moins 30, moins 40%, comme on l'a connu sur les précédents cycles. Et là, c'est vrai que ça ferait très mal, hein, parce que vu que là, actuellement, déjà psychologiquement, il y a beaucoup de monde qui sont en PLS, hein, si je puis dire, excusez-moi, mais effectivement, il n'en faut pas beaucoup, quoi. Il n'en faut pas beaucoup pour mettre dans le mal. Donc, si là, on a en plus le Bitcoin qui nous fait un moins 30%, moins 40%, oui, effectivement, il y en a qui vont pas se relever, quoi. Ouais, donc voilà. Et donc, c'est intéressant quand même la tendance du moment où je dis c'est la panique, même pour les institutionnels au niveau des analystes, vous voyez, mais qui sont un peu dans le même état d'esprit au final quand on regarde les choses que le Twitter, enfin que le CT Twitter, les influenceurs, machin, quand pour beaucoup commencent à lâcher.
Je le vois, hein. On voit directement dans les commentaires ou même les personnes qui ont peur. C'est la peur en fait. Mais voilà, bon. Donc c'est assez marrant, mais en attendant, voilà, en attendant, donc tout le monde panique comme ça avec plusieurs niveaux plusieurs gradations en termes de peur. Mais il y a d'autres nouvelles, comme quoi de journalducoin.com encore, ETF, Bitcoin et Ethereum, Franklin Templeton lance son combo ETF EZPZ. C'est-à-dire que ça avance. C'est-à-dire que pendant que tout le monde panique, quand on regarde la tendance moyen-long terme, eh bien, on est toujours à un niveau quand même où ça se propage, quoi. C'est-à-dire que l'adoption se propage au niveau institutionnel, au niveau toujours même particulier, puisque les crypto-monnaies, c'est pas que investir pour devenir riche. C'est-à-dire qu'il y a certains pays, c'est carrément pour sauver l'économie, quoi. On voit les pays comme le Venezuela, le Liban, où ils ont plus d'économie, les chers, ils n'ont plus de monnaie, quasiment, ils ne vaut plus rien leur monnaie. Ben, le Bitcoin, c'est carrément un refuge, en fait. Encore un petit article pour la route, cette fois de cryptost.fr, donc stratégie va émettre 2 milliards de dollars d'obligations pour acheter du Bitcoin afin de financer de nouvelles vagues d'investissement dans le Bitcoin. Stratégie, donc je rappelle, stratégie, c'est anciennement MicroStrategy, donc c'est l'entreprise en fait qui a été fondée par Michael Saylor, hein, voilà, qui fait beaucoup de bruit sur la toile, on va dire, justement pour son esprit Bitcoin maximaliste, et dont l'objectif final, je rappelle, est de créer une banque Bitcoin uniquement Bitcoin, bon, et d'accumuler un maximum de Bitcoin. Donc lui, stratégie, bah, il va émettre 2 milliards de dollars d'obligations, nous faisons le point, bref. Donc pour vous dire, voilà, on est très loin quand même de la période même des précédents cycles. Là, vous voyez que les institutions ne savent plus comment faire en fait pour acheter du Bitcoin. Ils en veulent toujours plus. Bon, donc je continue. Voilà, donc maintenant on va passer, comme je vous le promis, à la fameuse réserve stratégique de Bitcoin, donc la carte. Vous voyez où ils font le résumé en fait de l'état de la réserve stratégique de Bitcoin en termes de vote, hein, simplement. Donc je rappelle en fait que c'est aux États-Unis c'est un peu particulier puisque vous avez l'État fédéral, et puis vous avez après les régions, hein. Donc les États, clairement, donc vous avez un bon paquet d'États, et vous en avez actuellement donc 27 qui ont étudié ou sont en train d'étudier en fait la mise en place à l'échelle donc des régions, donc locales, une réserve stratégique de Bitcoin. Donc, je rappelle que la semaine dernière, nous étions à 20. Donc là, on a 27 États, donc on voit bien que plus le temps passe et plus il y a d'États en fait qui étudient la possibilité ou non à l'échelle locale de mettre en place une réserve stratégique de Bitcoin. Et donc aujourd'hui, vous voyez, on a 27 États. Vous en avez un État, donc le Nevada, qui a refusé de mettre en place une réserve stratégique de Bitcoin. C'est-à-dire que c'est passé à la première étape du vote, ça a été déjà directement rejeté. Donc eux déjà, on sait qu'ils ne le feront pas, mais après, il y a tout le reste. Sur les 27 États, on a 26. Regardez, j'ai exactement là, le détail, c'est-à-dire que vous avez 26 États sur l'ensemble de tous les États qui sont en train encore d'étudier la possibilité de mettre en place une réserve stratégique de Bitcoin à l'échelle locale. Et je rappelle que ce n'est pas une petite réserve, c'est quand même entre 5 et 10% des réserves stratégiques pour un total, si on fait la possibilité, un total, si imaginons qu'il y ait les 26 pays là, restants qui votent pour une réserve stratégique, pas pays, région, pardon, qui votent pour la mise en place d'une réserve stratégique du Bitcoin à l'échelle locale, eh bien, ça représenterait un montant de 23 milliards de dollars. Quand même, de possibilités d'achat pour les États-Unis au final, au total, dans le Bitcoin. Quand même. Donc c'est pas rien. Et on ne parle même pas de l'aspect fédéral où Trump aussi là, de plus en plus s'intéresse à la crypto-monnaie et a, je rappelle, hein, fait allusion à une réserve stratégique de Bitcoin, mais pas que, également d'altcoin indexé sur tout ce qui est made in USA, je vous rappelle. Et donc là, vous voyez, vous avez précisément donc, la majorité donc, sur les 26 États qui étudient actuellement, eh ben, des votes qui sont en gros au Sénat, vous voyez ici, d'autres qui sont encore, on va dire, à l'étude de phase de l'Assemblée. Enfin, si je fais le parallèle avec la France, et je vulgarise un petit peu, en gros, vous avez la moitié des États actuellement, donc on va dire sur les 26, on en avait 13, c'est encore l'étude de l'Assemblée nationale, entre guillemets, pour faire un parallèle, et la moitié restante qui est au niveau Sénat, entre guillemets, avec quand même l'Utah qui a vraiment pris un boulevard là, d'avance, c'est hors peloton là, si je puis dire, et qui a un vote, mais littéralement un vote d'approuver ou non, peut-être que ça va être rejeté, hein, mais on ne sait pas, mais d'approuver ou non la possibilité de mettre à l'échelle locale dans leur région
dans leur état, une réserve stratégique de Bitcoin. Donc là, on a un fouillat d'avoir quand même une nouvelle de fou, c'est-à-dire que en fait, les États-Unis, au niveau gouvernemental, parce que c'est quand même un État, c'est quand même, c'est presque l'équivalent d'un petit pays en Europe, hein. Je rappelle, en termes de puissance, d'influence, bon, c'est voilà, on ne joue pas la même cour. Pour eux, un petit État, c'est l'équivalent de la Pologne, quoi, en gros, au niveau économique. Enfin, j'exagère, mais peut-être de la Serbie ou tout comme ça, quoi. Donc, pas négligeable. Voilà. Et on est à un chouïa d'avoir vraiment quelque chose, en fait, du Bitcoin qui est légalisé au même titre que l'or dans les réserves stratégiques aux États-Unis. Donc, très bullish, quoi. Très, très bullish, à condition, bien sûr, que ce soit voté définitivement. Là, on n'y est pas encore, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin, donc on y croit. Bon, ensuite, je continue. Alors maintenant, je vais faire le petit focus sur un tweet de Rect Capital. Vous savez, j'aime bien montrer ces tweets parce que c'est vrai qu'il se base sur des chiffres en fait et sur les cycles historiques passés du Bitcoin. Et là, 2025, selon lui, est-ce qu'il a raison ou non? Bah ça, le temps le dira. Nous sommes à 80% en fait du bull run, du bull market en termes de progression. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je rappelle que c'est toujours dans les 20 derniers pourcents d'un bull run que se font les plus gros gains, en fait. Donc là, c'est intéressant. On va voir ce que ça donne pour la suite, mais ça veut dire que le bull run n'est pas terminé si on fait référence déjà au cycle passé historique du Bitcoin. Mais par contre, là où c'est aussi, faut le noter, c'est qu'on n'a pas eu des performances incroyables en termes de altcoin, alors que là, déjà, à la même période, il y a 4 ans, en 2021, souvenez-vous, début d'année 2021, c'était la folie, là, actuellement en février, sur les altcoins. Et on n'a aussi pas eu, et là je ferai le point en fin du mois, là, février, c'est-à-dire semaine prochaine, sur la performance notamment des altcoins du bull run en février, qui a toujours été positif, normalement, durant les cycles haussiers. Et là, pour l'instant, bon, on voit, c'est pas terrible, hein, ce qu'il nous fait. Les altcoins, même, ne sont pas en chute, en perte, carrément, par rapport à janvier. Donc, on voit quand même qu'il se passe des choses dans ce cycle. Depuis l'arrivée des ETF, depuis l'arrivée des institutionnels, est-ce que ça n'a pas bouleversé aussi un petit peu, on va dire, la timeline des cycles haussiers? Est-ce que ça va pas prendre plus de temps parce que le marché, il y a plus de capitaux, mais en même temps, il y a plus de tokens. Donc, ça veut dire que même s'il y a plus de capitaux, bah, du coup, il est dilué à travers des 36 millions de tokens. Enfin, bref. Et en plus de la DOB, alors, tant qu'à faire. Bon, donc il y a beaucoup de choses, je pense, à voir. Les dés sont en l'air, en fait. Mais moi, ma conviction personnelle, à travers les chiffres, quand même, c'est qu'on n'a pas encore tout vu. Voilà. On n'a pas encore tout vu, tout simplement parce qu'on a des narratifs. Et c'est pour ça, je vous dis pas ça par sortie de mon chapeau, c'est que derrière, il y a des nouvelles, et vous allez voir. Je vais vous les passer quand même assez phénoménales qui vont se passer pour 2025 sur donc l'aspect, vous l'avez vu, la réserve stratégique. Donc imaginez que les États-Unis annoncent que ça y est leur réserve stratégique. Rien que ça relance la machine, quoi. Voilà. Donc, bon. Et même ça, c'est le court terme. Imaginez le moyen, long terme. Forcément, ça va être positif pour les crypto-monnaies quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut vraiment, c'est très important aujourd'hui de prendre du recul, de pas se projeter vraiment sur le court terme, mais sur le moyen et long terme. Parce que sinon, c'est le meilleur moyen de péter un plomb, hein. Enfin, c'est clair. Voilà. Mais voilà, aujourd'hui, le marché fait tout pour vous sortir, en fait. J'ai l'impression que le marché fait tout pour vous sortir du marché. Enfin, le marché, quand je dis le marché, c'est il, c'est eux, peut-être les institutionnels, qui font tout pour vous sortir du marché pour pouvoir prendre vos cryptos et les garder pour eux. Voilà, parce qu'ils savent que là, eux, leur intérêt maintenant, c'est d'avoir un maximum de Bitcoin. On l'a vu avec MicroStrategy, enfin, stratégie désormais, c'est plus MicroStrategy. BlackRock et compagnie, leur intérêt maintenant, c'est d'avoir de plus en plus de Bitcoin pour avoir la mainmise sur le Bitcoin. Même les gouvernements sont en train de s'y mettre. Enfin, voilà, donc, personnellement, plus bullish que ça, je vois pas comment on peut faire, quoi. Bon. Allez, donc je continue sur. Vous allez voir pourquoi je continue d'être bullish sur ce bull run. C'est parce qu'il y a des nouvelles quand même, même au niveau du RWA, qui sont totalement explosives, quoi. Bon. Allez, je continue. Donc là, je passe à VeChain. Donc VeChain fait partie du RWA, annonce, hein, vous souvenez-vous, j'avais déjà, déjà parlé dans ma vidéo.
une renaissance donc pour cette année 2025 jusqu'à 2026 et donc des mises à jour sur en fait la tokenomics du projet. Et donc je vous ai fait un petit résumé, c'est en anglais, c'est assez long. Donc j'utilise ChatGPT, hein, voilà, on utilise de l'intelligence artificielle à bon escient pour résumer, vous voyez, l'article sur VeChain Renaissance. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça y est, voilà, on a vraiment tout qui est précisé, hein, parce que vous savez, c'était un petit peu flou ce qu'ils nous avaient annoncé, ils nous avaient annoncé par ça par tout petit bout. Donc là, c'est vraiment un résumé de la nouvelle tokenomics qui va arriver sur VeChain en 2025 jusqu'à 2026. Donc, il y aura une introduction, voilà, de staking NFT. Donc, ce qui est intéressant, ça c'est assez nouveau pour VeChain en tout cas. Il y a de nouveaux actifs qui vont permettre aux détenteurs de VeChain de générer des récompenses en sécurisant le réseau. C'est-à-dire que maintenant, ce sera fini en fait, la distribution de VTHO, juste si vous avez du VeChain dans votre portefeuille, ça c'est fini. Maintenant, il faudra vraiment staker, enfin, acheter entre guillemets vos NFT là, contre du VeChain, hein, j'imagine. Et si vous avez ces NFT là, vous les stakez, entre guillemets, vous êtes récompensé peut-être en VTHO ou en VeChain. Ensuite, le VeChain, donc lui, il conserve son rôle principal, encore heureux, j'ai envie de vous dire, mais les tokens stakés en tant que Xnode ou Economic Node serviront désormais de collatéral pour ces NFT de staking. Ok. Ensuite, au niveau du VTHO, voilà, son émission sera basée uniquement sur le staking, ce que je vous disais, donc c'est fini les dividendes en gros du VTHO par rapport au VeChain, ça c'est fini. Et il y a carrément une réduction de 72,2% de l'inflation initiale. L'objectif est de limiter la génération passive de VTHO et d'accentuer la pression déflationniste via le burn des frais de transaction. Donc là, vous voyez, c'est quand même explosif, parce que là, on parle de 72,2% quand même d'inflation. C'est pas rien. Donc, il est possible que là, 2025 et 2000, voire 2026 soient des très bonnes années pour VeChain, parce que si tu arrives à bien mettre en place cette tokenomics, eh bien, il va y avoir forcément des impacts derrière sur les prix, puisque c'est un peu l'objectif, j'ai l'impression, hein, de VeChain. De redynamiser un petit peu et de remettre vraiment bah, le focus sur la monnaie principale de l'écosystème de VeChain, c'est-à-dire la crypto-monnaie VeChain, hein, pas compliqué. Bon, ensuite, récompense et incitation. Un nouveau marché dynamique des frais de transaction permettra d'ajuster en fait les coûts et d'introduire des priority fees, c'est-à-dire des frais accélérés entièrement reversés au nœud de staking. Vous voyez que là, en fait, on a vraiment tout intérêt pour les baleines en fait de VeChain de staker clairement ces VeChain ou son NFT à travers bah, l'échange d'un NFT par rapport à du VeChain pour gagner derrière des voilà, plein de d'avantages en fait, tout simplement, puisqu'en plus les détenteurs de VeChain qui stake tôt bénéficieront des APY, donc des, vous savez, des rendements en fait plus élevés au niveau annuel, allant de 12,8% jusqu'à 5,1%. Alors là, il parle de 10 milliards, mais non, parce que le capital total, supply total de VeChain, c'est 80 milliards. Donc je pense que il parle en millions là. En millions, maximum. Alors, c'est peut-être en anglais, c'est 10 milliards, en fait, c'est 10 millions. Ouais, je pense que c'est. Voilà. Donc, les validateurs 101 au lancement verront leur rendement annuel avoisiner les 20%. Vous voyez qu'en fait, tout est mis pour. Enfin, les rendements vont être vraiment mis sur les personnes qui détiennent le plus de VeChain. Alors, c'est un peu la politique riche, hein. Désolé de le dire comme ça, mais c'est un peu ça quand même. Mais en même temps, ça se comprend. C'est ceux qui vraiment participent à l'écosystème qui achètent du VeChain qui vont être récompensés en VeChain. Ça reste logique quand même. C'est plus logique, en tout cas. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça me choque pas. Je me dis, voilà. Ensuite, introduction des rôles de validateur et délégateur. Alors, un validateur remplace les anciens authority masternode et produit des blocs en sécurisant la blockchain. Donc, le plafond de staking passe de 25 millions à 600 millions. Ok. Donc, délégateurs, donc des détenteurs de Xnode ou Economic Node qui stake leur VeChain via des staking NFT, donc les NFT, je vous avais parlé précédemment, pour obtenir des récompenses de blocs, reçoivent donc 70% des récompenses de production de blocs. Ok, voilà. Donc là, ça rappelle aussi le principe de VBetterDAO. Quand vous mettez, vous injectez de l'argent sur la pool, les liquidités dans la pool, vous êtes récompensé en frais de transaction derrière. Là, ce sera vraiment sur l'aspect carrément production de blocs en fait, vous participez vraiment là en échange de staking de vos NFT, pardon, de vos VeChain.
et donc du coup des NFT, vous participez vraiment en fait au fonctionnement carrément de la blockchain de VeChain. Ça peut être intéressant, hein, pourquoi pas. Après, ça reste à voir, bien évidemment, ce que ça fait sur concrètement, quoi. Mais pourquoi pas. Ensuite, vous avez l'adoption et gouvernance. Donc là, ils vont supprimer, parce qu'apparemment, vous ne pouviez pas devenir, n'importe qui ne peut pas devenir un validateur. Donc là, ils vont supprimer tout l'aspect de KYC. Donc vous savez, c'est Know Your Customer. Voilà, apparemment, mais sa carte d'identité ou autre. Ça, ils vont supprimer pour les validateurs dans cette barrière d'entrée, en fait, pour participer justement à cet aspect-là. Et apparemment, ils vont renforcer, vous voyez, la liaison entre VeChain et le programme VBetter, c'est-à-dire la plateforme VBetter DAO, je vais encore en parler après parce qu'elle est nouvelle, qui récompense les actions des utilisateurs avec le token B3TR. Voilà, pour simuler l'activité du réseau. Donc, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, puisqu'il y a des choses qui vont changer. On voit bien que la tokenomics, c'est-à-dire que le VTHO, bah, jusque-là ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que il y avait tellement de VTHO qui sont produits chaque jour que au final, il y a plus de VTHO produits que brûlés chaque jour. Donc forcément, le système en fait ne collait pas pour le VTHO, même pour VeChain. Bon. Donc maintenant, avec tout ça, on va voir un peu, ça dynamise un peu le projet. Mais moi, franchement, je vous dis, c'est plutôt bullish là-dessus. Ensuite, c'est pas fini. J'ai également le tweet de Sunny. Donc, je rappelle, Sunny Luke, c'est le PDG de la fondation VeChain. Donc, il rappelle tout simplement hein, son avis en plus, sa vision. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est le président. Donc, c'est sa vision qui retranscrit derrière ces changements. Donc là, il rappelle que, en fait, tout ce qui est, voilà, la création de VTHO maintenant va être corrélé avec le nombre de VeChain stakés. C'est pas pareil. Ensuite, ils réduisent donc l'inflation de VTHO et ils vont augmenter, ça n'a pas été dit dans ce que je vous ai avant, mais apparemment ils vont augmenter les frais de burn, entre guillemets, pour le VTHO. Donc bullish, ils vont voilà, concentrer les récompenses en VTHO sur le staking uniquement. Donc ce que je vous disais, un dividende, c'est fini. Si vous voulez donner du VeChain, c'est fini, vous n'aurez plus de VTHO. Ça ne suffira pas en tout cas pour en recevoir. Des meilleures récompenses pour les personnes qui stake du VeChain, ça je vous l'ai dit. Voilà, apparemment, le staking de VeChain, en fait, la cible, ça va être de multiplier par 10 en gros les niveaux par rapport à aujourd'hui. Pas mal. Et donc, ils vont mettre en place des nouveaux systèmes de niveaux au niveau des éconodes avec en fait des barrières d'entrée plus faibles. Donc, parce que c'est vrai que actuellement, il faut vraiment beaucoup de VeChain. Il faut en avoir par centaines de milliers, voire millions, pour espérer pouvoir intégrer le programme de Econode, par exemple. Donc ça, ils vont baisser le nombre de VeChain justement pour ça, pour laisser plus de personnes avec moins de moyens, entre guillemets, hein, moins de VeChain, participer à l'écosystème, simplement. Voilà, et donc après, très intéressant, donc tout ce système-là devrait rentrer avec le nouveau staking, et donc tout cet aspect de nouvelle tokenomique devrait être lancé en juin, avec une inflation, une extra-inflation. Non, sans extra-inflation, pardon. Ils appellent ça comme ça. Donc, vous voyez, on peut espérer déjà voir des changements, ou en tout cas les premiers changements, à partir de juin 2025. Là, c'est ce que dit Sunny Lu, le PDG de la fondation VeChain. Bon, là, je vous l'ai montré. Ensuite, donc voilà, c'est quand même assez sympa ce qui s'en vient là pour VeChain, sans parler de la plateforme VBetter DAO qui continue d'exploser hein, tous les records, clairement. Là, je vous présente en termes d'engagement, parce que là, vous voyez, je suis sur un tweet de Lunar Crush Analytics. Donc, Lunar Crush Analytics, là, fait le listing, le récapitulatif, en fait, de l'engagement social de chaque projet au sein du narratif RWA. Donc, dans le narratif RWA, le plus gros en ce moment, c'est Link. Vous voyez, avec 2,52 millions d'engagements au niveau social. Après, vous avez Hondo, HBAR également, très bon projet là, mais assez différent quand même. Avax, ING et VeChain. Vous voyez, avec presque 1 million d'engagements. Alors, je crois que VeChain a perdu des places parce qu'ils étaient troisième à un moment. Donc là, ils sont moins intéressants apparemment. Mais après, je vois que c'est plus 334 millions. Je pense qu'en fait, tout le système, enfin, tout le narratif RWA en termes d'engagement social est en train d'exploser.
Parce que vous voyez, c'est-à-dire que c'est du positif, là vous avez plus 334 000, enfin plus 200, enfin, c'est que dans le vert, il n'y a que apparemment Link qui perd des places en termes d'engagement social d'une semaine sur l'autre. Alors je crois que c'est d'une semaine sur l'autre, si je dis pas de bêtises, c'est pas marqué au niveau de la timeline, mais ça doit être ça, ou d'un mois sur l'autre peut-être, je ne sais pas. Ça je vous avoue, je ne sais pas au niveau de la timeline, mais en tout cas, voilà, et Ondo prend de l'ampleur. Donc en fait, vous avez tous ces projets dans le vert qui obtiennent de plus en plus de visibilité en termes d'engagement social. Et dans le rouge, bon, bah, ça perd d'engagement social. Mais bon, on va dire que Link, avec 2,52 millions, ils peuvent en perdre encore 1 million. C'est quand même royal, quoi. Bon, donc quand même positif. Donc qu'est-ce que ça représente? Ça représente tout simplement que le narratif du RWA est en train d'exploser. Tout simplement. Parce que l'engagement social dit, d'ailleurs, ben, visibilité, peut-être de l'investisseur, enfin, intérêt, tout le tralala, que je vous en passe, c'est des meilleurs, que vous avez compris. Voilà, donc bon, assez intéressant. Ensuite, toujours sur l'écosystème de VeChain, là, je passe à la plateforme VBetterDAO, et là aussi, vous voyez, ça bouge beaucoup, puisqu'on a encore, vous voyez, chaque semaine, maintenant, on commence à avoir de plus en plus d'applications. Donc, j'avais présenté jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à BetterBag, il me semble. Donc, toutes ces applications-là ont été votées. Vous voyez, quand vous avez un score qui dépasse ou qui atteint au minimum les 100 sur 100, ça veut dire que cette application est votée par la communauté d'une façon décentralisée, hein, et ensuite mise en place sur la plateforme VBetterDAO la semaine d'après. Donc là, vous voyez, à partir de lundi, normalement, vous aurez donc V1000, V-Recycle, BetterBag qui seront disponibles et prêts à être utilisés sur la plateforme VBetterDAO. Je vous l'avais présenté la semaine dernière déjà, et là, vous voyez déjà, enfin, une semaine après, on a encore 4 nouvelles applications, même 5 nouvelles applications qui arrivent. Donc, vous avez encore MaterMate et H2O Optimize qui doivent atteindre les scores de 100 sur 100 minimum pour pouvoir être mis en place sur la plateforme VBetterDAO. Vous avez déjà HitGreen, ScoopUp et Turtle Labs qui arrivent, là, qui vont arriver forcément la semaine prochaine, donc lundi prochain, puisqu'elles ont été votées. Donc, HitGreen, c'est carrément une application. Hop, donc je vais essayer de cliquer dessus, je vais essayer de vous montrer ça peut-être plus en détail. Là, vous allez voir, voilà, HitGreen, c'est carrément une application qui est en photo en fait ce que vous mangez. Et si c'est en lien avec donc la verdure, entre guillemets, vous avez des légumes, des choses, et non pas des produits tout faits de supermarché ou des. Là, eh bien, vous êtes récompensé en token euh, B3TR. Ah, voilà, donc ça a été powered par A-World. Voilà, donc A-World, en fait, c'est l'application, c'est une sorte de campagne, quelque part, pour les Nations Unies. Donc là, c'est carrément, vous voyez, HitGreen, une application qui a été donc, validée par A-World, même powered, comme ça a été créé par A-World, derrière, est validée par les Nations Unies, carrément, en termes de première application au niveau de la durabilité, pour l'aspect d'écologie, climat, etc. Ouais, donc on est Carwa, on a quand même du lourd qui arrive quand même sur la plateforme VBetterDAO, vous le voyez bien. Ensuite, on a deux autres applications qui ont été validées, donc CoopUp. Alors là, vous savez, pour les propriétaires d'animaux, donc nombre de chiens, et ben, ça récompense en fait, et ben, quand les propriétaires ramassent les merdes des chiens, ben oui, parce que c'est de la pollution ça. C'est-à-dire, moi, c'est vrai que quand vous baladez et que vous avez de merde de partout, ça aurait qu'une envie de râler, de faire manger une merde aux propriétaires qui laissent leur chien chier partout, quoi. Voilà. Et ben là, ça pousse les gens à ramasser les merdes de leurs chiens. Enfin, ça fait rigoler quand même de le dire, mais bon, c'est vrai. Ensuite, vous avez Turtle Labs. Alors ça, c'est très intéressant, Turtle Labs, parce que c'est carrément un écosystème dans l'écosystème. Donc, Turtle Labs, ils vont avoir simplement leur propre DEX, c'est-à-dire une plateforme décentralisée où vous pouvez injecter de la liquidité carrément dans leur système. Et surtout, ils vont mettre en place, même, ils ont déjà des choses en place, puisque ça porte bien son nom, donc Turtle Labs, en lien avec l'écologie, et ils ont même des produits digitaux. C'est-à-dire que vous achetez des NFT et derrière, vous recevez réellement chez vous les produits physiques que vous avez achetés sous forme de NFT. Donc là, on voit quand même que ça part en vrille. C'est-à-dire, ça y est, là, la plateforme, donc VBetter d'ailleurs, est en train de devenir un hub. Ah, ça part quand même des trucs de merde de chien jusqu'à prendre en photo votre mug de café. Enfin, c'est dans le bon sens, dans le sens où ça pousse les gens en fait à plus de responsabilité au niveau écologique, mais aussi même citoyenne en fait, simplement, de civilité, du civisme quelque part.
Et les deux prochaines applications qui arrivent, donc MaterMate et H2O Optimize, ça va encore plus loin, parce que MaterMate, apparemment, c'est une application, alors, je n'ai pas encore tous les détails, parce que vous voyez, c'est en cours, mais c'est en lien avec l'électricité. C'est-à-dire que si vous arrivez à réduire, par exemple, votre consommation d'électricité, alors ça reste à voir comment vous mesurez tout ça, mais bon, à voir. Donc je pense en échange peut-être de photos de vos factures d'électricité, eh bien vous êtes récompensé en token B3TR et vous avez H2O Optimize, c'est en lien avec l'eau. Pareil, par exemple quand vous nettoyez, si j'ai bien compris, hein, si j'ai bien compris, que là aussi il faut comprendre aussi après les délires. Mais si vous économisez de l'eau quand vous nettoyez vos vêtements, par exemple la machine à laver, eh bien vous êtes récompensé en crypto-monnaie. Donc là, ça veut dire que si vous avez une routine, que vous pensez à utiliser ces applications euh, à bon escient, on va dire, chaque fois que vous faites quelque chose de la vie de tous les jours, au quotidien, en fait, vous êtes récompensé en crypto-monnaie sans faire d'effort, quoi. C'est ça qui est assez intéressant aujourd'hui, puisque c'est des choses que vous faites de toute façon au quotidien, quoi. Donc c'est assez impressionnant qu'en train de venir, mais surtout que l'écosystème est en train d'exploser. C'est ça qui est le plus intéressant. Pour ça que je vous fais un peu le cheminement à chaque fois maintenant de l'évolution de tout ça. C'est que là, aujourd'hui, vous voyez, cette semaine, nous sommes à 5 100 000 adresses portefeuille donc créées sur l'écosystème de VeChain avec, rien qu'en 24 heures encore, on a eu 31 485 nouveaux portefeuilles créés. Voilà, donc là on voit que l'écosystème est vraiment en train d'exploser parce que là c'est chaque jour, maintenant au minimum, on est entre 20 et 30 000 adresses, nouvelles adresses créées sur l'écosystème de VeChain. Et là vous voyez sur un mois, donc la performance quand même assez dingue. Et donc là, donc en janvier encore 2021, nous étions à moins de 5 millions d'adresses, c'est-à-dire 4 915 000 adresses. Et on n'est pas encore fin février, quoi. C'est-à-dire il reste encore une semaine. Donc là, je ne serais pas étonné qu'en une semaine, bah, on dépasse, on n'atteigne pas loin des 6 millions. Ça veut dire que là, on aurait pris 1 million de nouveaux portefeuilles, nouvelles personnes quelque part derrière, en seulement un mois. Je rappelle quand même que le premier million, VeChain l'a eu en 2021. Le premier million, et le projet avait eu lieu, avait été créé en 2018. C'est-à-dire que le premier million pour VeChain, voyez, quand même, a été atteint en 3 ans, quoi. Là, on est en train de tellement emballer les choses qu'on va peut-être atteindre 1 million de nouvelles adresses en seulement un mois. Donc là aussi, c'est pour donner un peu l'ordre de grandeur de l'explosion du projet derrière sur le temps. Et ça va de plus en plus vite. Vous voyez que la courbe, bah ça s'emballe, quoi. Ça s'emballe. Donc, est-ce qu'on va avoir un moment 1 million, bah ça va être énorme, 1 million de nouvelles adresses par mois. Oui. Donc c'est pour ça, c'est important de remettre les choses dans leur perspective. Donc déjà, bah, comme vous l'avez compris, enfin, ça c'est mon avis personnel, mais voilà, d'investir sur des projets qui tiennent la route sur le long terme, même si les prix, bah, forcément, des fois c'est pas au rendez-vous. On aimerait que les prix explosent d'un coup comme les shitcoins, là. Mais bon, moi ça se pète pas la gueule d'un coup non plus. Mais on voit que les fondamentaux, par contre, sont là, sont au rendez-vous, et qu'il y a un moment, moi c'est ma conviction personnelle, je vous dis, après je peux me tromper hein, encore une fois, mais c'est qu'il y a un moment où les prix vont rattraper les fondamentaux, et inversement. Donc c'est surtout, c'est pour ça que c'est vraiment les narratifs RWA. Je pense qu'on est, quand je dis qu'on est à l'aube, là, d'avoir une possibilité d'investir sur un truc de fou, l'équivalent en fait d'Internet des années 2000, bah on y est quoi, parce que vous voyez qu'on est au tout début de quelque chose qui va peut-être s'emballer de plus en plus rapidement. Ouais. Bon. Allez, bon, je passe au prochain projet. Vous voyez, donc toujours bullish hein, pour VeChain, hein, vous l'avez compris. Tous les signaux sont dans le vert pour l'instant. En tout cas, voilà. Maintenant, on passe. Ça fait un moment que je n'en ai pas parlé. Donc, c'est VV Digital Collectible, hein. Donc, je rappelle rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être. C'est une application en fait qui permet de collectionner au niveau virtuel sous forme de NFT, hein, là aussi des collectibles en fait 3D donc qui rassemble toutes les plus grosses licences au monde. Donc, vous avez Marvel, vous avez DC Comics avec Batman par exemple, vous avez Universal avec Jurassic World et tout ça c'est des figurines, vous les voyez là à peu près, enfin vous voyez des exemples euh, que vous avez en 3D sous forme de NFT. Donc, vraiment très. Et ce qui est particulier, comparé aux autres NFT, là, c'est des NFT qui sont en lien avec la réalité augmentée. Donc, bon.
Mais voilà, donc du coup ça a été chaud, hein, parce que c'est vrai que ça a été mouvementé ce projet, parce qu'on a eu vraiment une grosse hype au début, et puis après au fur et à mesure du temps, avec le bear market et tout, le désintérêt, je pense, des NFT sur le bear market, on a eu vraiment une, enfin, une chute un peu aux enfers du projet qui reste viable, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que même en bear market, VV Digital Collectible est resté en bénéfice, entre guillemets, avec un énorme chiffre d'affaires en plus à la clé, on a déjà parlé. Euh, mais bon, le métaverse a été une bulle un peu aussi également, je pense. Mais là, voilà, le projet est resté viable et de toute façon, il nous annonce quoi? Un truc de fou, il nous annonce l'arrivée au 28 février du VVverse qui va officiellement ouvrir ses portes. Alors eux, ils appellent ça en mode minimum viable product. Donc faut pas s'attendre à un truc de fou au tout début, c'est-à-dire avec toutes les fonctionnalités euh, enfin, qui vont marcher, etc. Non, ça va être vraiment en mode minimal. Donc on pourra peut-être pas faire grand-chose dessus, mais bon, on va faire que, voilà, en tout cas, il va être lancé, quoi. Et après, ils vont l'étoffer au fur et à mesure du temps. Mais en fait, il va être un accès anticipé quelque part. J'en fais une référence avec les jeux vidéo, vous savez, qui sortent en avant-première, quoi. Donc, c'est que le début, vous voyez, il dit, hein, c'est que le début, mais voilà, ça y est, ils y sont. Donc ça, c'est une promesse que vous avez fait quand même en 2021, 2020. Donc là, on a 4 ans de retard par rapport à ce qu'ils avaient déclaré au préalable. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, hein, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on pourra faire dans ce VVverse en MVP, comme ils disent? Eh bien, on pourra créer en fait notre propre base de collectibles de VV dans notre propre style, dans notre forum, comme on le voit un petit peu dans la vidéo là, qu'ils sont en train de passer sur leur tweet. On pourra se connecter et communiquer, chatter avec d'autres collecteurs, enfin collectionneurs, pardon, à travers la voix, mais aussi le texte. Donc c'est assez intéressant. Et on pourra explorer en fait une infinité de possibilités de création, parce que vous voyez, on pourra décorer, on pourra mettre nos NFT. Alors je rappelle que ouais, tout ce que vous voyez là, ici, ce sont des NFT en 3D liés à la réalité augmentée que vous pouvez acheter hein, sur la plateforme, sur l'application VV Digital Collectible. Alors j'ai plus de détails, je suis directement allé sur leur site, bien évidemment. Donc VVverse, vous voyez. Il y a carrément une vidéo YouTube, donc je vais vous la passer comme ça vous voyez. Alors c'est la même en fait que sur leur tweet, mais on voit en plus gros, enfin c'est mieux je trouve. Donc vous voyez, on pourra décorer, on pourra mettre nos figurines NFT comme on le veut, dans la position qu'on veut. Il y a des posters également NFT, donc ça c'est intéressant. On pourra partager effectivement notre showroom, ce que vous appelez ça un showroom entre guillemets, directement sur la plateforme. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent en détail un peu et puis montrent des photos qu'ils ont déjà créées à travers des créateurs. Donc là, Welcome to the Universe, bref, donc c'est intéressant. On pourra customiser nos propres avatars. Donc on aura des avatars, on utilisera pour se balader dans le Universe. Voilà, on pourra montrer notre collection, on pourra créer notre propre en fait espace virtuel. Donc là, ils vont créer des maisons, vous voyez, il y en a qui vont créer d'autres environnements, des univers, carrément. On a même vu des univers créés comme Batman, avec les bâtiments de Batman, enfin bref, voilà. On pourra décorer et personnaliser notre espace, socialiser, vous voyez, avec d'autres avatars qui pourront parler en direct. Bon, mais ça, c'est que le début. On va dire que ça, c'est bon, allez, c'est un peu la base de tout métaverse, quoi, j'ai envie de vous dire. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du temps, maintenant que les bases sont lancées, créer l'application, que l'application va être lancée donc au 28 février, comme on peut voir ici, bah, c'est le début de la gamification, en fait. C'est-à-dire qu'à terme, l'intérêt, ça va être de pouvoir peut-être d'utiliser ces NFT. Alors, dans combien de temps? Ben, ça va prendre des années, hein, bien évidemment. Mais le début est là, quoi. Donc le projet, on n'est plus uniquement dans l'aspect de on collectionne les figurines en 3D, puis après on se fait chier en fait. Non, là peut-être ça passe dans quelque chose où les figurines vont avoir une utilité de plus en plus. Et pourquoi pas jusqu'à atteindre le summum, c'est-à-dire la gamification, c'est-à-dire qu'on rentre dans le VBverse, et puis si on a les NFT adéquats, on pourra les utiliser pour aller faire quelque chose, jouer ou je sais pas, enfin, un truc comme ça. Voilà. Là, ça commence à devenir du lourd. Parce que, je rappelle, hein, les NFT, à mon sens, dans le milieu du métaverse et des NFT, je pense que VBverse, c'est un des leaders
en lien avec la réalité augmentée. Donc, je continue avec cette fois donc Ondo Finance. Donc là, voilà, le narratif du RWA. Donc vous voyez que dit Ondo Finance, ils disent que le marché en fait de trésorerie en fait des États-Unis en fait a atteint 3,9 milliards de dollars, donc qui reflète en fait une augmentation de 6,39% sur une seule semaine. Donc Ondo a été donc en première ligne hein, quelque part pour cette montée récente avec donc une augmentation de la TVL, donc Total Value Locked, de 56% en un seul mois, donc approchant les 900 millions de dollars de TVL. Donc, quand on vous dit que le narratif RWA est en train d'exploser, bah, c'est-à-dire que pendant que les marchés des crypto-monnaies sont en train de chuter, pendant que tout le monde est en train de paniquer, bah, le narratif RWA, lui, consolide et même il continue de grossir, en fait. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que là, tout est en train, on est vraiment au tout début, hein, parce que là, on a Ondo Finance qui a aussi dévoilé, donc le fin 20 février, donc il y a quelques jours, hein, que leur OULG, c'est-à-dire leur token qui est basé sur la tokenisation en fait, des bons du trésor américain, est désormais disponible sur Assetera, c'est-à-dire une marketplace donc européenne, alors, simplement la première marketplace d'Europe qui a une licence MiFID. Alors, MiFID, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, hein, je vous le dis, mais qui est basée derrière sur la sécurité de la blockchain, eh bien, a fait son partenariat avec Ondo directement, et donc désormais, eh ben, cette expansion permet au niveau institutionnel en Europe, eh bien, de permettre aux investisseurs et aux institutionnels européens d'accéder aux bons du trésor américain sur le marché européen. Voilà. Donc on y est quoi. C'est-à-dire on y est là. Ça commence à se. Sa toile d'araignée commence voilà, à partir dans tous les sens. Donc vous voyez là, j'ai carrément l'article de Hondo hein, qui est sorti. Et donc vous voyez, leur objectif c'est de faire le pont en fait entre tout ce qui est les bons du trésor américain au niveau institutionnel et les investisseurs européens. Donc là, je vous imagine même pas les possibilités derrière en termes de potentiel. C'est un truc de fou. Bon, voilà. Donc ils ont tout simplement débloqué le marché européen, quoi. Pas besoin d'aller plus loin. Donc ils ont le marché mondial, déjà. Donc Hondo Finance, c'est un projet vraiment qui va tout exploser, à mon sens, à son passage, puisqu'ils ont déjà, c'est les leaders. En fait, ils ont déjà les plus gros partenariats. Et puis en plus, ils sont backup, encore une fois, ils l'ont rappelé dans leur article, par le fonds Buidel de BlackRock. Donc ils ont déjà tout le monde dans leur poche, quoi, au niveau institutionnel. Bon. Allez, je continue cette fois sur XRP Ripple, hein, toujours en fait quelque part dans le marché du RWA, et cette fois on va s'intéresser aux stablecoins, parce que là aussi il y a des choses intéressantes à dire. Donc ça y est, la montée des stablecoins est en train d'accélérer la prochaine évolution de la finance, donc tout simplement powered par les paiements on-chain, la DeFi et les commerces en fait transfrontaliers. Donc ils ont fait un article Ripple pour expliquer justement pourquoi leur stablecoin, eux le RLUSD, va tout défoncer sur son passage. Entre guillemets, ils font leur propre pub, mais qui peut leur en vouloir, hein, clairement. Et donc, ce qui est intéressant dans cet article que je vous mettrai en description là, de la vidéo, c'est déjà, il commence par définir qu'est-ce qu'est un stablecoin. Il rappelle en tout cas, donc il y a plusieurs types de stablecoins. Donc, il y a les stablecoins indexés sur les monnaies fiat, notamment comme l'USDT, Tether, etc. Le RLUSD est aussi un stablecoin indexé sur les monnaies fiat, donc dollars. Il y a les commodity backed stablecoins, donc les stablecoins indexés sur les commodities, donc l'or, l'argent, le pétrole, etc. Vous avez d'autres types de stablecoins, j'ai pas intérêt dessus parce que c'est pas intéressant, enfin c'est pas le plus important, c'est pas le but de l'article. Ils rappellent aussi pourquoi en fait les stablecoins sont très intéressants et importants aujourd'hui au niveau du commerce international, donc parce que c'est des faibles frais de transaction, c'est rapide. Vous avez également une inclusion financière, et qu'il y a des zones géographiques au niveau mondial comme l'Afrique, par exemple, bah, ils n'ont pas de banque quasiment, donc bah, là vous utilisez stablecoin, pour eux bah, ça rend une accessibilité facile en fait des fonds là-dessus. Vous avez la possibilité de faire du DeFi, des prêts décentralisés, sans avoir des intermédiaires comme les banques au milieu. Et vous avez des utilités RWA au niveau institutionnel. Ah oui, donc on y est. Donc,
derrière tout ça, bah, forcément, vous avez la régulation au niveau des stablecoins qui est de plus en plus intéressante et importante, que ce soit aux États-Unis, vous voyez la régulation du stablecoin aux États-Unis, donc avec la SEC, la CFTC, les bons du trésor américains, le Stablecoin Transparency Act, voilà, qui a proposé en fait d'obliger les entreprises créatrices de stablecoin en fait de faire des réserves de one-to-one, c'est-à-dire un stablecoin égale 1 $ ou 1 € ou un autre. Enfin, bref, voilà. Il parle également de la loi MiCA et des régulations en Europe, et donc pour avoir l'accès au marché européen, les approches asiatiques. Alors, en Asie, en fait, il n'y a tout simplement pas vraiment de loi de régulation, on va dire, une homogène. Euh, voilà, par exemple, le Japon, bah, c'est une loi précise pour les stablecoins. Singapour, c'est une autre loi qui est créée par la Monetary Authority of Singapore. Voilà, donc, mais en tout cas, c'est en train, ils le disent, hein, c'est en train, les lois sont en train de passer même au niveau de l'Asie, puisque vous voyez, mais rien qu'au Japon, le pays a passé à légaliser une loi qui reconnaît les stablecoins comme une monnaie digitale, carrément, donc qui doivent être régulés pour les institutions financières. Voilà. Et donc maintenant, il parle, ça y est, du RLUSD. Voilà. Donc le RLUSD, en fait, est un nouveau genre de stablecoin quelque part indexé sur le dollar, puisque c'est un stablecoin qui a été créé avec transparence, des liquidités et une conformité au cœur directement de ce stablecoin. Il est backup en gros par le dollar et d'autres équivalents en cash avec une réserve qui est détenue en fait par un compte sécurisé quoi en gros. Bon. Donc le RLUSD va permettre en fait de faire des paiements rapides, transfrontaliers, enfin tout le tralala lié au stablecoin. Ils ont voilà, une réserve qu'ils ont déjà adoptée en transparence du one-to-one. Ils vont se baser sur l'intégration avec le XRP Ledger pour faire tout ce qui est l'aspect de finance décentralisée et surtout de paiement transfrontalier parce que c'est le cœur même du XRP de toute façon. Voilà. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que maintenant ils rappellent que le lancement du RLUSD, pourquoi en fait le RLUSD il est supérieur aux autres stablecoins. Ils le disent en noir sur blanc. Donc il dit que le RLUSD en fait déjà il est totalement en conformité avec toutes les lois, que ce soit européennes, également américaines, voire même asiatiques. C'est-à-dire qu'en fait ils ont lancé le RLUSD spécifiquement pour qu'il soit en conformité déjà de base avec toutes les lois existantes en fait quelque part sur les marchés, quels qu'ils soient. Voilà. Là, la plupart, quoi. Donc, ça apporte l'opportunité aux clients, aux utilisateurs, en fait, de bénéficier de la stabilité, de la transparence de Ripple à un niveau supérieur, en gros. Le lancement de RLUSD, donc, est un jalon très important dans, en fait, l'aventure de Ripple pour construire la prochaine évolution, en fait, carrément, hein, du service financier global. Voilà. Et supporter l'Internet of Value. Donc, je rappelle l'Internet of Value, parce que l'objectif maintenant de Ripple, à travers leur nouveau slogan là, qu'ils ont passé la semaine dernière, je vous l'ai montré, c'est de créer maintenant l'Internet de la valeur, enfin l'Internet des valeurs en fait, quelque part. Alors, donc, ils ont vraiment une vision, c'est carrément de remplacer le réseau Swift bancaire en fait, quelque part. Donc, au minimum de le révolutionner. Bon, donc si vous pouvez pas, on n'est pas assez bullish là, je pense, sur ce qui se passe, on n'est pas assez bullish. Bon. Donc, Ripple, voilà, a introduit le RLUSD pour fournir, en fait, un niveau institutionnel, c'est là que c'est intéressant, un niveau institutionnel totalement régulé, ce stablecoin qui va permettre, à travers le XRPL et le réseau de network, d'inclure des paiements, des transactions, pardon, instantanées, c'est-à-dire en 3-5 secondes, avec des frais ultra bas, quelques centimes quoi, euh, basé sur une liquidité en fait sécurisée, donc à travers ce qu'on appelle le AMM, donc c'est le Automatic Market Maker, et en totale conformité, vous voyez, avec les lois, soit au niveau des entreprises, des gouvernements, etc., au niveau continental, on va dire. Voilà. Et donc, intéressant, c'est que le stablecoin, le RLUSD de Ripple, eh ben, son expansion va aussi permettre d'assurer l'expansion quelque part du XRP, puisqu'il est lié au XRP Ledger. Voilà. Donc,
Donc on n'est pas assez bullish. Là, Ripple, ils ont vraiment toutes les cartes en main pour faire tout exploser en fait sur leur passage au niveau des paiements transfrontaliers, de la révolution, ouais, la révolution du RWA au niveau financier. Je pense que on voit bien, je vais vous remontrer là, j'avais par exemple, quand j'avais montré VeChain, voilà, l'engagement social. On voit bien les projets, vous voyez, dans le secteur du RWA. Ben, Link, je rappelle, c'est dans le secteur des oracles. Donc en gros, c'est l'échange des données entre les différentes institutions, par exemple, au niveau des transactions et tout, c'est d'assurer justement que les informations soient cohérentes et pas dégradées au fur et à mesure des transactions. Donc Link, tout ça, on parle d'Oracle. Donc Link, très très gros projet hein, au niveau du RWA, bien sûr. Ondo, bah, vous l'avez compris, j'en ai parlé, ils sont en train de révolutionner à eux tout seuls, carrément, la tokenisation des bons du trésor, des actifs, des titres boursiers. J'ai déjà parlé. HBAR, très bon projet. Alors ça, c'est pas vraiment une blockchain, HBAR. C'est encore un autre sujet. Je pense que j'en parlerai peut-être dans notre vidéo, mais j'ai pas le temps. Hein. J'ai pas le temps de tout faire. Hein. Très beaux projets partout, mais voilà, je prends vraiment ceux, je sélectionne. Hein. Forcément, je suis obligé. Pas le temps pour tout. VeChain, voilà, VeChain, c'est RWA, mais très particulier, vous l'avez compris, puisque c'est sur des actions réelles avec la plateforme VBetterDAO, DAO, et puis surtout, c'est sur l'aspect industriel et les entreprises. Donc sur le terrain, c'est du concret, quoi. Voilà, alors que Ondos et Link, ils sont sur vraiment des données, euh, des échanges de transactions, etc. Et bien sûr, et je pense que là, d'ailleurs, il y a un couac là dans. Enfin, il manque un token dans le RWA, maintenant c'est le XRP. Que pour moi, le XRP est lié au RWA désormais, avec tout ce qu'on a compris, dans le RWA purement financier. En fait, c'est-à-dire qu'il rejoindrait Ondo, mais uniquement dans l'aspect de paiement transfrontalier, quoi. Donc XRP, pour moi, a toute sa place dans ce tableau, et je pense serait en première position. XRP, c'est-à-dire en termes d'engagement, déjà, bah, je pense que plus que XRP, tu meurs, quoi. Ouais. Voilà. Bon, du coup, je continue. Donc, j'ai un petit article aussi, un peu fini sur XRP et Ripple, mais vous voyez que les choses, quand même, enfin, les planètes, sur le narratif RWA sont très très positives. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, hop, c'est pour ça, là, j'ai un article de cryptost.fr. HDEX va lancer le premier ETF XRP au monde au Brésil. Grâce à une approbation par le gendarme financier local, HDEX va pouvoir lancer le premier ETF au monde sur le XRP de Ripple au Brésil. Donc là, ça y est, c'est-à-dire quand je vous dis que là, c'est un comble, c'est que c'est même pas, c'est là où je rigole quand même, c'est que c'est même pas, donc l'XRP Ripple, c'est une société américaine, donc c'est un token donc, américain à la base, et finalement, c'est le premier ETF XRP, ce ne sera même pas les Américains qui vont le lancer, avec toute la puissance de frappe financière et les gestionnaires d'actifs comme BlackRock et tout qu'ils ont, finalement, c'est le Brésil quoi, qui va lancer, on rigole quand même. Mais ça pour vous dire que ça y est, la machine est lancée. À partir du moment où vous avez le Brésil qui lance un ETF XRP, c'est impossible. Mais vraiment, je vous dis, c'est impossible que les États-Unis ne lancent pas leur propre ETF XRP. S'ils ne le font pas dans les mois qui viennent, ils le feront dans les années qui viennent. Enfin voilà. Mais il y a un moment, tôt ou tard, ils lanceront forcément les XRP. Là, je suis catégorique, quoi. Voilà. Bon. Parce que c'est pareil, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une entreprise qui adopte une technologie qui est supérieure donc, à la technologie actuelle, eh bien les autres entreprises pour survivre doivent utiliser voilà. Et donc là, le Brésil, enfin, ils utilisent leur ETF XRP, ils vont capter des capitaux forcément avec des institutionnels qui sont fans du XRP, imaginons juste même IP, voilà, qui sont fans du XRP bah forcément, vu qu'il n'y aura que le Brésil qui aura son ETF XRP, bah ces institutionnels-là iront sur l'ETF basé de HDEX en fait. Donc forcément, ça va attirer des convoitises aux États-Unis, bon, c'est logique. Hein. Donc les États-Unis vont être obligés maintenant de pousser un peu la machine en avant et de lancer leur ETF XRP. Donc là, mes pronostics, du coup, j'hésitais entre Solana et XRP en premier. Là, je serais plutôt pour un ETF XRP en premier, du coup, par rapport à Solana. Donc je pense que le troisième, par contre, je peux me tromper hein, au niveau, voilà, peut-être qu'ils vont mettre Solana d'abord. Mais je pense que du coup, avec ça, ils vont accélérer d'abord sur XRP et après ils passeront à Solana. Ou alors ils feront les deux en même temps, hein, ça c'est possible.
Mais de toute façon, on verra. Peut-être que je me trompe. On verra. Bref, allez, je continue. Donc, je vais continuer avec notamment d'autres petits articles. Actualité crypto en plus général, les amis. Donc, un article de journalducoin.com. Donc, les planètes s'alignent pour la régulation des stablecoins aux États-Unis. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais avec le XRP, le RLUSD de Ripple. Donc, les Américains ont compris qu'ils ont intérêt à accélérer maintenant tout ce qui est l'aspect de régulation crypto aux États-Unis parce que c'est beaucoup trop utile. Ensuite, j'ai un article de cointribune.com où là maintenant on passe en Europe. Vous voyez, avec le crypto SG Forge déploie son stablecoin EURCV sur le réseau Stellar. Donc là aussi très intéressant. On voit qu'un peu c'est la course au stablecoin maintenant. Donc on voit qu'en fait les stablecoins c'est un peu l'avenir quelque part de la finance au niveau monétaire. Ensuite, au niveau des actualités crypto plus générales, ben là, l'exchange du crypto Bybit a subi un hack 1,46 milliard de dollars, établissant un triste record. Malheureusement, ben, ça arrive encore, hein. Donc, c'est fou parce qu'on avait l'Ethereum qui est en train de repartir à la hausse, le marché est en train de repartir à la hausse. Boum, badaboum, au moment où ça repart à la hausse, on a cette nouvelle et forcément, ça a tout refait chuter sur le court terme. Donc, est-ce que la question maintenant qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va avoir un nouveau FTX? Parce que bon, 1,46 milliard de dollars, quand même, ça fait un peu mal, hein, faut avouer. Après, on n'a pas encore tous les détails de l'affaire, mais espérons que ça passe pas un nouvel FTX ou une Bybit ben, qui coule à cause de cette affaire. Voilà, vraiment, ça ferait très mal au marché, surtout en ce moment, où c'est la panique un peu partout. Donc voilà, ça rappelle, vous voyez, encore une fois que il est très important d'avoir, de servir des plateformes crypto comme intermédiaires et non pas comme banque quelque part où vous déposez vos crypto-monnaies et qu'ensuite vous les laissez dormir puisque vous n'êtes pas à l'abri. Effectivement, même avec Bybit, même avec des plateformes exchange quand même censées être les plus grosses au monde, à l'abri d'un hack, même elles. Donc c'est très important d'avoir quelque part son propre système de wallet, dans Ledger, Trésor, enfin peu importe, où voilà, vous avez vraiment la main mise sur le crypto, quoi. Autre article de Coin Academy, la SEC abandonne son procès contre Coinbase, une victoire historique pour la crypto. Donc là, effectivement, ben, on voit bien qu'aux États-Unis, les Américains en fait sont en train d'accélérer la vapeur, là, de mettre le paquet pour justement, au niveau de la SEC, ben, solder tous les cas, tous les procès ou autres qui sont en fait quelque part caduques, puisqu'ils veulent maintenant booster le secteur crypto et faire des États-Unis un hub crypto. Et ils voient bien qu'avec la concurrence, notamment on voit bien sur l'ETF XRP au Brésil, bah, ils voient bien que maintenant ils ont intérêt à accélérer, sinon dans les autres pays ils vont leur sucrer un petit peu les choses, quoi. Voilà, donc autre chose, point intéressant, c'est que là on voit que la SEC commence à abandonner les procès. Donc, est-ce que le prochain procès sera le procès contre Ripple? Là, ça va être une très très bonne question à voir. Donc, peut-être que on aura des bonnes surprises dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, avec un abandon du procès de Ripple de la part de la SEC. Je ne serais pas surpris en tout cas, parce qu'on en est là, hein, clairement. Allez, je continue. Donc, prochain article. Hop. Voilà, où là on repart sur les stablecoins. Donc, c'est un article de Cointelegraph France. Donc, la SEC approuve le premier stablecoin offrant des intérêts aux États-Unis. Donc, ça y est, vous voyez que là, enfin, je vous dis vraiment, on est ultra bullish sur la technologie crypto. Enfin, il y a énormément de choses qui se déploient en ce moment sous nos yeux sans même qu'on ne le sache. C'est-à-dire que là, si on n'en parlait pas, personne verrait ce genre de nouvelles, alors que c'est vraiment des petites étapes par petites étapes où on a en fait le marché traditionnel avec tous les options, les dérivés sur les actifs boursiers, etc., qui est en train de se transposer sur le marché du Web3 et inversement. C'est-à-dire la technologie blockchain est en train de vraiment révolutionner Wall Street quelque part et tout ce qui va avec les dérivés, les options, etc. Et là, ils ont créé tout simplement aux États-Unis, ils ont approuvé en fait un stablecoin, c'est-à-dire une crypto-monnaie légalement, voilà, avec des intérêts, des rendements quelque part à un niveau bancaire, parce qu'on parle d'un rendement de 3 et quelques pourcents annuels. Donc ça rappelle un petit peu le fonctionnement des banques, quoi. Donc il y a un moment, je pense qu'on en a un niveau où ils vont tellement développer la crypto-monnaie, on va tellement adopter la crypto-monnaie qu'on n'aura même plus besoin des banques. Voilà. Puisque à partir du moment où vous avez une crypto-monnaie, un stablecoin qui est indexé sur une valeur
fiduciaire, donc par exemple le Tether, le dollar, et que vous avez des rendements annuels et que vous détenez cette crypto-monnaie-là, pourquoi le mettre en banque? Ah, voilà, bonne question quoi. Surtout quand on voit qu'aujourd'hui, les banques, euh, la moindre transaction, on doit justifier quasiment. Si on dépose des fonds, ça dépasse 1000 euros, on doit presque justifier d'où viennent les fonds. Et inversement, quand on veut retirer, on ne peut pas tout retirer d'un coup, puisque de toute façon, c'est plus notre argent, en fait. On se rend compte. On leur donne l'argent, et puis après, ils veulent plus nous le rendre, quand on veut. Ou alors, il faut justifier bec et ongle, il faut présenter une facture, quoi. Voilà, donc on en est là un peu, en tout cas en France, hein. Et je pense qu'aux États-Unis, c'est peut-être pareil, ou. Enfin voilà. Mais en tout cas, on arrive vraiment à un changement, même de paradigme, au niveau des banques, et au niveau du système monétaire tel qu'on le connaît, pour le meilleur et pour le pire. Bon, allez, je continue, c'est vrai, je passe aux actualités économiques plus générales, donc notamment avec les échos, vous voyez, là, chez les échos, Trump par exemple croisade contre l'Europe au profit des géants du net américains. Donc là, le président des États-Unis veut imposer des taxes douanières ou d'autres mesures de rétorsion au pays ayant mis en place des réglementations des impôts, type Apple, Google, Meta, etc. Voilà. Donc là, on n'est pas à l'abri, nous l'Europe encore, on est, déjà qu'on n'est pas bien, bah, d'avoir vraiment des frais de douane très ciblés, et notamment la France. Pourquoi? Parce que c'est nous, la France, qui avons été à l'origine, ou du moins un des pays à l'origine, de cette taxe, en fait, des GAFA. Vous savez, c'est la taxe des GAFA. Donc, on va s'en prendre plein la tronche, donc, parce que on sait que Trump, lui, quand il parle, il fait, contrairement à nos politiques, eux, quand ils parlent, bah, ils parlent, il y a rien qui se passe. Donc, c'est pas folichon, quoi. Ensuite, j'ai un autre article de latribune.fr. L'activité économique ralentit fortement en France. L'indice PMI flash de l'agence de notation S&P Global et la Hamburg Commercial Bank s'est contracté à 44,5 en février après 47,6 en janvier. En gros, on est en train de shooter quoi, totalement. Et un indice de moins de 50 signale un ralentissement de l'activité. Il s'agit d'ailleurs d'un plus bas de 17 mois. Donc là, en fait, nous, la France, officiellement, on ne nous le dit jamais, hein, mais on est officiellement en récession, quoi. On nous le dit jamais, mais on est officiellement en récession. C'est-à-dire que l'indice PMI Flash, c'est aussi un indice basé sur en gros, les industries privées, quelque part, du secteur privé, et c'est l'indice qui ramène directement de l'argent à les caisses de l'État aussi. Voilà, c'est la production économique réelle, quoi. Eh ben, on voit qu'il est en train de se faire descendre. D'un mois sur l'autre, quand même, on perd quelques points, quoi. Donc là, on est officiellement, je crois, un des pires pays au monde en termes d'indices, en tout cas au niveau occidental, quoi. Et en comptant la Russie, la Chine et tout, mais au niveau occidental, on est un des pires pays au niveau économique, au niveau de l'indice PMI. Voilà. Voilà où on en est. Et ça, euh, heureusement qu'il y a des articles comme ça qui sortent, mais sinon, ça passe sous le radar, hein. Bah, jamais on nous dit dans la télé, aux médias, bref. Bon. Et enfin, un autre article de latribune.fr. Hop, droit de douane, la France à nouveau visée par Trump en représailles à la taxe au GAFA. Ce que je vous disais. Donc Emmanuel Macron se rend ce lundi à Washington, on va rigoler, pour apaiser les tensions avec le président américain. Au programme, la menace de nouveaux droits de douane sur les produits français et les discussions avec la Russie sur un possible accord de paix de l'Ukraine. Donc là, espérons qu'ils ne mettent pas le feu encore, qu'ils ne repartent pas avec plus de problèmes qu'on a déjà. Là, c'est une possibilité à envisager vu la personnalité du président que l'on a en France. Donc, pour vous dire, hein, on n'est pas sorti de l'auberge. Et j'ai passé sur un dernier petit article pour la route, pour comprendre un peu le délire, c'est que c'est l'opportunité du chèque. Donc là, c'est Le Figaro, malgré l'incertitude, c'est patron français qui mise sur l'Amérique de Trump. Voilà, donc on peut dire ce qu'on veut de Trump, sa personnalité, on est d'accord. Enfin, voilà. Mais il est en train de vraiment mettre le paquet sur son pays, à tel point qu'on a même des entreprises et des patrons français et européens sont en train de réfléchir à partir aux États-Unis pour créer leur boîte, ou du moins, on va dire, améliorer le secteur d'activité et prendre des parts de marché du secteur américain et délaisser un peu plus l'Europe pour les entreprises multinationales, si on peut dire. Voilà où on en est en fait. Donc pour vous dire, l'Europe là, c'est vraiment, on est en train vraiment d'être déclassé quoi, totalement. Donc on voit bien que les crypto-monnaies, ça va être l'avenir des crypto-monnaies se joue même pas en Europe, il se joue aux États-Unis, ou à l'échelle mondiale, on va dire peut-être avec la Chine,
la Russie, mais surtout les États-Unis maintenant, au niveau positif, hein, c'est positif. L'économie, ben, c'est pareil en fait. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec l'arrivée de Trump, il y a absolument tout qui est en train de, bah, d'être pour les Américains, quoi. Par les Américains, pour les Américains. On est en train de faire une politique protectionniste qui est très positive au niveau économique pour eux. Donc là, nous, on aurait vraiment intérêt à faire la même chose, mais si on n'avait pas les bouffons qu'on a à la tête de nos États, quoi. Voilà, donc tant qu'on aura ces gens-là, politique, tout ça, bah, il faut pas s'attendre à des changements économiques. La crypto, bah, ils vont continuer à taxer encore plus. Donc, on n'est pas sorti, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais en tout cas, la crypto, personnellement, je vous dis, je reste très bullish. Bon, en tout cas, que ce soit moyen, long terme, sûr, et court terme, bah, après, ça reste à voir. Mais en tout cas, il est possible qu'on ait une correction sévère, hein, peut-être dans les semaines, les mois qui viennent. Mais ça ne voudra pas dire sur la fin du bull run. Parce que là, ça, c'est. Pour moi, je suis convaincu qu'on n'a encore rien vu sur le bull run de 2025. Bon, après, je peux me tromper, encore une fois, je vous dis, je peux me tromper. Pas de boule de cristal, mais voilà. Allez, je passe maintenant rapidement donc, au cours de l'euro par rapport au dollar. Donc, quand je vous dis que nous, on n'est pas bien, bah, effectivement, il suffit de voir la courbe de l'euro par rapport au dollar. Donc là, on a un tout petit peu repris les couleurs. On était à 1,036 la semaine dernière. Dollar par rapport à, enfin, ouais, par rapport à l'euro. Bon, là, on a un peu plus, 1,046. Mais bon, on voit bien que sur 10 ans, et même sur les 6 derniers mois, c'est une catastrophe. Au niveau du CAC 40, ça c'est la seule bonne nouvelle, le CAC 40, c'est que il récupère un petit peu. Donc là, on va dire sur un mois, vous voyez, on est à plus 3%, alors que le S&P 500, lui, est à moins 1,73%. Et sur 5 jours, une semaine, bon, on a moins perdu que le S&P 500 américain. Donc le CAC 40, c'est ça qui est fou, c'est le seul endroit, la seule bonne nouvelle, on est pour l'instant, sur court terme, on est meilleur que les Américains, quoi. Voilà. Et après, le cours de l'or, bah, lui, l'or, il continue de nous passer son message, hein, que tout va pas, que rien ne va en Europe, et qu'il a encore fait péter un record, et que là, aujourd'hui, on a 90 559 euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, 90 559 euros le kilogramme 24 carats, et si on fait le topo sur 6 mois, vous voyez là, je mets sur 6 mois, eh ben, on a pris, mais entre 20 et 20%, on va dire, sur 6 mois. Ah, donc ça, c'est du jamais vu dans le comportement de l'or, en fait, simplement. Donc là, l'or, il est vraiment, vous voyez, on a 25% de changement. Donc l'or a pris 25% de performance en 6 mois. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, nous étions encore à 72 000 euros le kilogramme 24 carats. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même du délire, quoi. Donc, 29 août, 30 août 2024. Donc là, on est en train de nous passer un petit message que bah, l'euro est en train de couler, en fait, que les tarifs douaniers vont massacrer l'Europe, un petit peu, hein, que les investisseurs, en tout cas, c'est quand ils achètent de l'or en masse, c'est pour protéger en fait leur épargne, hein. Clairement, les banques centrales se ruent vers l'or, donc l'or est vraiment, voilà, la confirmation que c'est le bouclier par excellence contre l'inflation. Bon, ouais, je ne vais pas m'attarder plus, les amis. Hop, ce sera tout pour cette vidéo, cette actualité donc crypto et économique également. Donc vous l'avez compris, hein, moi je reste très bullish sur les crypto-monnaies. Je reste pas du tout bullish sur l'économie européenne. Après on va se prendre un mur avec les dettes. Tant qu'on a des politiques et donc on n'a aucun changement en termes d'action économique, il n'y a aucune raison qu'on change quoi que ce soit. Donc à un moment, bah, on va prendre le mur. Euh, voilà. Donc après, pour le bull run, bah, on va voir hein, sur le court terme ce que ça donne, mais sur le moyen long terme, moi je reste très bullish sur les crypto-monnaies. Et puis voilà. Donc soyez forts mentalement, c'est vrai que c'est pas simple, hein. On a une période, rien n'est simple, que ce soit au niveau économique, crypto, enfin tout. Mais voilà, il faut rester solide, avoir sa stratégie, je pense que c'est surtout le plus important, vous avez votre stratégie, et puis d'entrée et de sortie au niveau crypto, même au niveau économique, enfin, pourquoi pas. Voilà. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La bise, ciao.